d'entre vous me connaissent si on participé à l'an passé. Je suis Félix Duvallée, j'étais l'ancien président de l'association l'an passé. Cette année, là, si la tendance se maintient, je vais être le président d'Assemblée. Être le président de l'assimilation comme telle, le président de l'Assemblée. Donc c'était à la fois pertinent que c'est moi qui vous les présente, vu que c'est comme les règles de procédure, c'est moi et Ève et une autre personne que vous allez découvrir là, lors de l'assimilation. Donc en fait, les règles de procédure, c'est à la fois, c'est pas le truc le plus cool à apprendre, parce que c'est beaucoup de règles, sauf que c'est ça qui fait la différence entre un bon délégué et un excellent délégué. Puis là, avant de parler du document, je vais juste laisser Ève se présenter un peu. Bon, ben, salut, moi c'est Ève Tavi. Vous me connaissez un peu déjà à cause du groupe de participants et tout ça, mais je suis VP socioculturel dans l'exécutif, mais je vais aussi être rapporteur cette année, donc le numéro 2 du président dans le fond. Ben, en fait, je vais juste parler de... Là, je vais faire le truc super poche que plein de gens font. Y a déjà quelqu'un qui a fait la simulation francophone des Nations Unies? Juste lever la main, juste voir si... Il y a le comité. Yes. Surtout le comité organisateur, c'est génial. Mais d'accord, ben, les règles n'ont pas beaucoup changé, donc ça ne devrait pas faire une grande différence. Mais y a déjà qui a fait d'autres simulations des Nations Unies que celle-là? Parfait. En fait, ce que vous allez remarquer, c'est que peut-être si vous avez fait la SNUL, HMNUN, DMICMUN, c'est des règles. En fait, quand on a fait les règles de procédure, on avait pris des personnes qui venaient de plusieurs associations différentes. Donc, c'est des règles qu'on essaie de rendre en fait, le plus efficace possible. Donc, ça se peut que vous retrouvez quelques similitudes avec ce que vous connaissez déjà. Et puis là, juste le truc qui me motive personnellement, des gens qui n'ont jamais fait aucune simulation quelconque, c'est génial. Ça, c'est génial. Je vais te laisser continuer. Donc, dans le fond, je tiens à commencer par les pays. Vous avez tous un carton. Mais dans le fond, ça va être votre pays pendant la simulation. C'est comme ça qu'on les assigne. Donc, vous pouvez regarder, c'est ça votre pays. Bon, c'est une blague. Alors, plus sérieusement, je voulais commencer en vous rassurant. Parce qu'aujourd'hui, ça va être une formation très lourde, assez compliquée, très technique. Mais vous n'avez pas besoin de ressortir d'ici et connaître tout par cœur. On est là pour vous assister, on est là pour vous aider. On est un gros comité exécutif. Vous avez des questions, venez voir. Vous n'avez pas besoin de genre, tout savoir les 59 articles en sortant de cette 2 heures-ci ce soir. Okay? Fait que, prenez ça relax, soyez pas stressé. Prenez des notes là, si vous pouvez. Puis si vous avez des questions, n'hésitez jamais. Okay? C'est ça. Fait qu'on va commencer avec le décorum. On voit pas plus quand même. Premièrement, on va commencer avec le carton que vous avez devant vous. Il y a deux manières de lever le carton. Il y a deux opportunités de le lever. Ça va être soit en vote ou soit pour demander la parole. En le vote, on le lève à la verticale, comme ça, pour voter. Puis quand on veut demander la parole, on le lève comme ça, à l'horizontale, pour pouvoir voir le nom de votre pays, pour que nous, on puisse vous nommer. Comme là, je suis Simon Gouin, c'est le rapporteur dans l'année passée. Mais moi, si je veux parler, je lève comme ça pour qu'on puisse voir haut et clairement que je m'appelle Simon Gouin. Vous comprenez? Donc ça, c'est assez simple. Puis il y a aussi un règlement qui contient à ce que vous respectez. Quand le président demande de lever son carton, il va dire maintenant. C'est important de ne pas lever son carton avant qu'on dise maintenant. On va dire, pour ceux qui ont des motions à faire, veuillez lever votre carton maintenant. Faites-le à ce moment-là, pas avant, s'il vous plaît. Ensuite, il y a un code vestimentaire assez strict. On vous demande d'être en tenue de ville. Ce qui veut dire, pour les garçons, ça va être plus, si vous avez une chemise, on vous demande d'avoir une cravate ou un nœud papillon, un veston en tout temps, et puis des souliers relativement chics. On ne veut pas de jeans non plus, ni pour les gars, ni pour les filles. Pour les filles, on ne demande pas de décolleté, s'il vous plaît. On ne veut pas voir vos fesses non plus. Des bas de nylon en tout temps, si possible. Puis, si vous avez des camisoles, on demande un veston également. Mais en général, on vous demande un gros bon sens. Là. Si vous pensez que c'est indécent, mettez-le pas. Si vous avez un doute, mettez-le pas. Fait que c'est un peu comme ça que je vous dis de gager ça. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Ensuite, l'utilisation des appareils électroniques est en tout temps interdit lors des sessions formelles. Donc, quand on est en assemblée, c'est interdit d'utiliser vos appareils électroniques, que ce soit un ordi ou un cellulaire. C'est ça. Ah oui, j'avais oublié de dire pour l'habit. Si vous avez un habit traditionnel de votre pays d'origine, vous avez le droit de le mettre.
Sinon, si c'est par rapport à votre pays que vous représentez, vous n'avez pas le droit. Il faut vraiment que ça soit le pays de votre origine. Sinon, on va pas l'accepter. Puis, pour les comportements adoptés durant la simulation, ben, c'est important, quand on vient en avant, d'avoir des certaines manières. On va en parler un peu plus tard là, de comment ça fonctionne. Mais moi, en avant, je vais dire tel pays, vous avez la parole, tel pays, vous êtes en attente. Donc, le pays qui a la parole, il vient prendre la parole à l'avant ou du train. L'autre pays doit être sur le côté en attente. Ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on change. Puis, alors qu'il y a des discours, c'est important d'écouter, de ne pas se parler entre nous autres. Il y a une méthode qu'on puisse se parler avec des papiers, on va en parler aussi, mais vraiment pas de discuter, de déranger, tout ça. On veut que ça soit le plus silence possible, puis focusser sur la personne qui parle en avant. En général, là, le kit du bon délégué, ben, c'est avoir de l'eau, parce qu'on parle beaucoup, avoir un crayon, du papier, puis son ordinateur pour les sessions informelles. Donc, aussi, on va parler de papier. Vous n'avez pas besoin d'amener de papier de page pour vous les circuler. Nous autres, on va vous les fournir, mais des papiers comme un cahier de notes pour prendre des notes pendant que les autres font des discours. Donc là, je vais vous expliquer un peu c'est qui les acteurs principaux de la simulation. Il y a les délégués, qui sont vous représentez votre pays. Par la suite, il y a la présidence, on s'est présenté. Il y a le président, le rapporteur, puis il va y avoir une autre personne qui va nous aider. Nous autres, c'est nous qui vous écoute, qui vous donne la parole, puis c'est nous autres qui gèrent le tout. Tout en revient à nous un peu. Là. Si vous ne faites pas bien ça, ben, nous autres, on a le droit de vous le dire. C'est nous autres qui gèrent le tout. Il va y avoir les journalistes, ceux qui font le Diplodocus. Le Diplodocus qui est le journal officiel de la simulation, mais aussi qui vont poser des questions là, en session informelle, des trucs comme ça. Il va y avoir les pages, ceux qui passent les notes de pays en pays. Et puis le comité organisateur, que vous connaissez déjà un peu, qui sont tous assis à l'avant, qui vont être là et qui vont avoir des tâches précises lors de la simulation. Donc on arrive enfin aux notes. Les notes, dans le fond, c'est une manière de communiquer entre nous sans avoir à parler. Mais on demande d'avoir une formule de politesse assez précise. Donc toujours commencer par « cher délégué », puis terminer par « merci », surtout quand vous vous adressez à la présidence. Nous, on aimerait ça recevoir des notes avec une forme de politesse, donc honorable présidence, et à la fin, merci. C'est juste une marque de respect. Ensuite, c'est important de ne pas mettre de trucs indécents dans vos papiers non plus, comme des numéros de téléphone, ou des pick-up lines, ou des trucs comme ça qui pourraient très mal passer, parce que les notes ils vont être lues par les pages qu'on appelle, c'est ceux qui distribuent les papiers. Donc, c'est important de rester décorum dans cet aspect-là aussi. Puis, je pense que c'est ça. Puis pour les discours, dans le fond, comme j'ai dit tantôt, quand vous avez la parole, vous arrivez au lutrin, vous allez avoir un micro. On commence toujours par honorable présidence, chers délégués, distingués invités, si on a des distingués invités. Puis on termine généralement par merci. Si vous ne remplissez pas le 1 minute 30, qui est généralement le temps alloué pour le discours, vous pouvez céder votre temps à la présidence, mais il y a aussi une période de questions qui est possible. Donc la période de questions, vous avez le droit de la refuser. Vous avez le droit de refuser les questions, mais sinon, les autres dans l'Assemblée ont le droit de vous poser des questions, puis vous, par la suite, vous avez une autre minute 30 pour répondre à ça. Le 1 minute 30 en tant que tel peut être modifié. Donc nous autres, des fois, on va appeler à faire des motions, et vous pouvez faire une motion pour modifier le temps de parole, soit 1 minute ou un peu moins, tout dépendant de l'enjeu de la situation. Je pense que ouais, je le dis. Puis je vais expliquer le déroulement assez basique de la simulation. Dans le fond, le vendredi, on arrive, on va avoir des discours de distingués invités. Par la suite, on va ouvrir le débat. On va commencer à faire des discours, tout ça. Puis ça va durer jusqu'au dimanche, les discours. On va avoir des sessions formelles, des caucus modérés, des caucus non modérés. Donc, session formelle, c'est quand on fait nos discours généraux. Caucus modéré, c'est quand on a un sujet précis. Puis, caucus non modéré, c'est quand on est en session informelle puis qu'on se parle à l'extérieur du local. Puis par la suite, on va remettre, on fait des ébauches de résolution. Ensuite, on fait un projet de résolution, on le remet. Par la suite, on a la possibilité de faire des amendements. Puis lorsque les amendements sont finis,
on vote les projets de résolution pour qu'ils deviennent des résolutions. Puis ensuite, la séance est ajournée jusqu'à l'année prochaine. Je pense que c'est tout pour moi. Donc, en fait, on va voir un petit peu plus le processus d'adoption d'une résolution qui est en fait l'ultime but que vous allez viser durant la simulation. Donc, comme on vient d'expliquer, on a l'ébauche de résolution d'abord. Par la suite, l'ébauche va devenir un projet de résolution et va pouvoir finalement être une résolution en bonne et due forme si elle est votée. Puis entre le projet de résolution et la résolution, c'est justement la période où on peut faire des amendements. Donc, en fait, là, ce que je voulais voir, c'est pendant l'ébauche de résolution, c'est pendant cette période-là que vous rédigez. Puis vous allez alterner entre des caucus non modérés, donc des moments où vous allez pouvoir parler entre vous, vous mettre dans le groupe et travailler ensemble. Et puis des sessions formelles, ça c'est là où vous êtes tous à vos places, et puis il y a des discours, vous passez l'un après l'autre. Durant cette alternance-là, vous allez faire des ébauches. On ne peut pas parler comme tel de l'ébauche durant cette période-là. On va juste voir parler de la résolution dans le projet comme tel. Donc en fait, ça sera juste à voir en cours de route. Donc, en fait, pendant une résolution, il y a trois types de personnes qui entourent un petit peu le processus. Il y a les parrains les parrains, c'est ceux qui écrivent une résolution. C'est eux autres qui participent activement, là, qui sont dans le groupe, qui écrivent la résolution, c'est ce qu'on appelle les parrains. Après ça, il y a les signataires. Les signataires sont ceux qui sont justement intéressés à voir, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est d'accord avec l'ensemble du projet, c'est tellement quelqu'un qui est d'accord en partie ou qui veut qu'on en parle, voire quelqu'un qui est contre et qui voudrait qu'on le mette comme projet pour qu'on puisse le battre. Ça peut être vraiment diverses raisons qui nous intéressent à être signataires, notamment pour pouvoir faire des amendements. Parce que la troisième catégorie de personnes qui n'est pas nommée, c'est ceux-là qui ne sont ni parrains ni signataires. Eux autres, c'est les autres délégués, puis ils ne pourront pas proposer d'amendements. C'est seulement les signataires ou les parrains qui peuvent en proposer. Donc les exigences, il faut avoir un minimum de 20 délégués, on va dire 20 pays, qui soutiennent le projet en étant soit parrains, soit signataires. Et quand on regarde les exigences, on dit qu'il y a 4 parrains minimum et 15 signataires minimum pour un projet. Donc ça veut dire concrètement qu'on a un jeu, soit que ça va prendre 16 signataires ou 5 parrains. Chose à savoir, on peut être concrètement, là, je sais comment ça se passe en général, il va y avoir beaucoup plus de parrains que ça, puis ça va vraiment pas être un problème. Mais pour que vous puissiez vous imaginer, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui c'est leur première simulation, lorsque les parrains vont pas mal avoir fini d'écrire l'ébauche, ils vont aller voir d'autres personnes, ils vont leur montrer sur quoi ils travaillent, puis ils vont vous demander des gens de juste signer. Donc c'est comme ça qu'on voit un petit peu comment que ça arrive, les signataires, dans le processus. Et puis, ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Ce qui est en parle, oui. J'ai deux questions. On est combien dans l'Assemblée en tout? Ça, le chiffre, là, je ne l'ai pas personnellement. Approximativement, mettons. Approximativement. On va être à peu près 70 personnes, mais ça reste tout le temps en modification parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui sont malades ou il y a des tempêtes ou des trucs comme ça qui fait que certaines délégations ne peuvent pas se déplacer pour la simulation. Mais généralement, on va être à peu près 70. Ouais. Ah, mais tu peux y aller, puis moi, c'était dans la même question. Oui, mais est-ce qu'il y a un nombre maximum de parrains? Il n'y a pas de nombre maximum de parrains. La seule chose de maximum qu'il y a, c'est 5 résolutions qu'on accepte. Ça, c'est vraiment, vous aussi, vous n'allez pas vouloir qu'on aille plus loin que ça, parce que vous allez voir que ça prend beaucoup de temps rapidement une résolution. La seule chose que je comprends pas, je ne sais pas si vous allez revenir là-dessus plus tard, mais c'est que les parrains ils écrivent une ébauche. Pendant ce temps-là, les sénateurs travaillent sur les amendements, mais Non. les parrains, ça, je sais pas, c'est pas. En fait, les parrains, ensemble, ils vont écrire l'ébauche. Et puis quand ils vont avoir, là, si on veut, le projet pas mal décrit, ils vont aller voir des signataires pour juste leur dire voici ce qu'on veut faire comme résolution, est-ce que vous l'appuyez? S'ils l'appuient, ils signent. Puis quand c'est fait, ils l'apportent à la présidence. Et là, la présidence, nous, on va apporter soit des corrections, quoi que ce soit, et puis on va l'approuver, il va devenir projet de résolution. Puis c'est quand il y a un projet de résolution, là, tout le monde peut faire des amendements qui ont pris part, évidemment, à la résolution. Pour répondre un peu aussi à ta question, c'est surtout parce qu'on dit 5, dans le fond,
tu vas travailler sur un projet, sur une ébauche de résolution, c'est clair, parce que justement, il y a une limite de 5, mais il y a quand même 5 projets qui peuvent se faire. Fait que, au lieu d'être parrain dans toutes les résolutions, ce qui est quand même pas idéal, mais tu vas te concentrer sur une résolution en tant que pays, puis après ça, tu vas venir à être signataire de d'autres résolutions. C'est pour ça, c'est ça la distinction. Parrain, c'est ceux qui les écrivent, mais c'est clair que vous allez tous être occupés à écrire une résolution. Il n'y a personne qui va rester en arrière et qui va rien écrire. J'en profite pour faire un petit rappel. Gardez toujours en tête que c'était même pas toujours si intelligible que ça, ce qu'on va expliquer, mais que durant la simulation, moi et Ève, et on va continuer d'aller vous voir pour juste voir comment ça avance. Donc, il n'y a vraiment pas de souci, c'est vraiment juste pour vous commencer à ancrer un petit peu les connaissances. Et puis, en fait, un petit, je ne vous l'avais pas encore dit, c'est que je ne sais pas qui a consulté les règles et procédures, mais ce que j'ai mis en parenthèse, c'est justement les articles auxquels ça renvoie. Puis le PowerPoint, je vais vous l'envoyer après la présentation. Donc ça va être très pratique, surtout dans la section d'émotions. Puis vous allez pouvoir vous fier là, aux règles de procédure quand que vous avez été en simulation, ça renvoie aux articles. Et puis, pour continuer dans si on veut, l'encadrement qu'on va faire, c'est durant la simulation, on va mettre des dates sur lesquelles on veut une première remise pour s'assurer que ça avance, puis il y aura un moment où ça va être la remise finale des ébauches pour devenir des projets. Donc encore une fois, ça va être encadré. En fait, on va... Ça, c'est la section. Donc en fait, on a préparé... ça s'en vient. On a préparé une résolution de l'an passé, on va juste vous la présenter pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Je sais pas quoi ça fait. C'est bon. Donc, en fait, là, vous pouvez voir, les parrains de cette résolution-là, ils sont indiqués, et puis les signataires aussi. Donc, en fait, c'est important quand on va présenter les projets, si vous voyez que votre nom de pays est là, alors vous êtes ni signataire ou parrain, c'est important quand même de le spécifier, parce qu'on ne pourra pas tout vérifier, puis ça fait une différence. Si, par exemple, quelqu'un est allé, il a voulu faire un amendement, vous êtes un parrain, puis écrit votre nom, vous ne vous a pas consulté, bien, vous le dites, puis ça change le processus. Donc, c'est pour ça qu'on les affiche. C'est important de les vérifier, voir si vous êtes vraiment un pays qui va être parti à la résolution ou à l'amendement, le cas échéant. On voit ici qu'avant le texte comme tel, où il y a les articles, le préambule et les clauses, et je vais vous parler très bientôt, il y a un préambule, un texte qui indique les lignes directrices de la résolution. Donc ça, c'est un petit paragraphe, c'est très court à écrire. Ça sera un truc à faire. On peut descendre juste un peu. Ah non, juste là, c'est bon. Donc, en fait, là, on voit, ça, c'est ce qu'on appelle les préambules, les clauses de préambule. On voit, le premier mot, c'est un petit peu, c'est toujours un terme qui est écrit réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l'homme. On voit qu'on n'est pas dans du précis, on est dans du général. Donc, c'est comme ça qu'on commence les résolutions en indiquant les principes qui guident la résolution. Donc, on voit encouragé par l'article 1er, ça reste très vague ce qu'on écrit. Donc, on va aller plus loin un peu. Bon, donc là, mettons, on voit le 2 décide de former en remplacement du poste. Dans ces clauses-là qui sont numérotées, ça, c'est ce qu'on appelle les clauses directement. Les clauses, c'est ça leur terme. Les autres, on voit qu'ils sont beaucoup plus précis. Donc là, on va, mettons, voir le forme tel comité qui va avoir pour but d'inspecter, je ne sais pas trop quoi. Mais on voit qu'en fait, c'est là qu'on va créer les organismes, on va avoir des mesures particulières qui vont être adoptées. Donc c'est comme ça qu'on va, on passe en fait toujours du plus général au particulier dans une résolution. Mais ça, encore une fois, je vous le dis, on va être là pour vous encadrer là, dans la rédaction des résolutions. Vous allez voir, ça va se faire tout seul et rapidement. On va revenir là
Donc la prise de présence, on la fait une fois le vendredi, 2 fois le samedi, c'est-à-dire alors le matin et l'après-midi, et puis pareil pour le dimanche. Donc en fait, la prise de présence, ça peut paraître là, bizarre de demander ça, mais ça a une importance. C'est-à-dire qu'il y a 2 statuts différents de présence. Il y a ceux-là, les délégations qui vont être présentes et votantes. Donc la différence entre les deux, puis je vais y revenir un petit peu plus tard, vous allez voir, c'est que la délégation qui va se dire présente et votante ne va pas pouvoir s'abstenir sur les votes substantifs. Bon, là, j'ai utilisé des mots très longs, mais comme je vous dis, on va revenir plus tard, là, je vais parler des votes un petit peu plus tard, mais ça, en fait, ça a une importance stratégique. Puis je vais vous expliquer justement comment ça va fonctionner plus tard. Mais en fait, la séance, elle commence, donc on va juste dire la séance est ouverte, on prend les présences, puis là, on va passer chaque nom, chaque pays, puis là, la formulation, là, d'habitude, à chaque fois qu'on s'adresse à la présidente, il faut dire honorable président, cher délégué, puis là, on parle, mais pour les présences, on se lève, la délégation du Canada est présente. Ben, on fait ça pour passer plus rapidement. On peut modifier son statut. C'est-à-dire qu'admettons qu'on s'est dit présent et votant, puis finalement, ben, on a envie de s'abstenir là, pour les votes substantifs. Ben, on peut soit envoyer un papier à la présidence, donc la passation de notes, ce qu'on a parlé plus tôt. Vous envoyez un papier, vous dites honorable présidence, je désire faire passer mon statut à présent. Merci. Puis vous l'envoyez, nous on va le modifier. Si on est en retard, ben, on n'est pas en retard à la prise de présence, évidemment, on est bien laissé à sa place à bon temps. Mais admettons que malheur arrive et vous n'êtes pas là à temps, ben, vous pouvez toujours envoyer une note. Donc vous rédigez un papier, vous dites la délégation est présente et votante, et puis on va tout simplement l'ajouter si tout va bien aller. J'ai une question, excusez-moi. Oui, c'est bon. Et c'est qui détermine votre statut? C'est nous qui déterminons présente ou votante? Oui. C'est nous. C'est vous, ça va être une question en fait stratégique, tout dépendant du pays qu'on représente, tout dépendant de la stratégie qu'on adopte. C'est vraiment un choix. Si nous, on se décide pour la simulation, ben pour aujourd'hui, je ne veux pas pouvoir m'abstenir pour les votes substantifs. Puis pourquoi on se prive d'une option, on va le voir plus tard, mais oui, c'est à votre choix. Donc, au début des travaux, lorsqu'on a fini de prendre les présences, la présidence elle va appeler des motions. Puis ça, c'est la première motion de la journée, justement. Et puis on a le choix entre 2 types de motions. Donc là, on a soit la motion de moment de recueillement. Sur Nations Unies, c'est une motion, là, c'est une motion qui existe évidemment, c'est plus long là. Mais c'est surtout une motion qui est particulière. C'est un moment de recueillement, c'est justement quand il se passe un événement triste dans le monde. Des fois, les Nations Unies font un moment de silence pour se recueillir tous ensemble. Mais on ne peut pas, admettons, se recueillir pour, admettons que le président Donald Trump, il meurt, mais on ne fera pas de moment de recueillement pour lui parce que il y a peut-être des gens qui seront heureux qu'il soit mort. Donc, on ne va pas faire de moment de recueillement pour ça. Vous avez trouvé ça un petit peu très drôle comme formulation, mais... On met ça sur les internets, nous autres, là, fais attention. J'avais dit, on nous avait dit la même chose quand c'était Barack Obama. Si je peux me permettre, là, idéalement, il faudrait vraiment que ce soit une tragédie si vous voulez faire ça. Donc, plus qu'une dizaine de personnes impliquées, des blessés, des morts. Essayez de faire ça quand même sharp. Genre, il y a un ouragan, puis il y a des morts. En général, on vise des catastrophes naturelles. C'est génial pour faire des moments de recueillement. C'est génial. Donc, puis d'ailleurs, je l'ai pas, c'est un des seuls trucs que j'ai un petit manquement à moi-même. Il y a un article là-dessus, tout simplement de dire qu'il faut être très prudent quand on utilise cette motion-là, mais c'est bien de le faire parce qu'on ne le fait pas. Des fois, ça arrive qu'on va appeler les motions, puis il y a une personne qui va le faire. C'est une façon de se distinguer un peu. Puis en fait, l'ouverture de la liste d'orateurs, c'est tout simplement, il y a quelqu'un qui va se lever à honorable présidence, on fait motion pour ouvrir la liste d'orateurs. Le nous en avant, bon, ok, d'accord. Donc, on ouvre la liste d'orateurs. En fait, on va passer au vote, ça va passer. Si ça ne passe pas, ça ne va pas bien. Là, on va dire ceux-là qui veulent être mis sur la liste d'orateurs, lever leur carton. Et puis là, je vais juste faire un test d'instinct. Comment leveriez-vous vos cartons si je dirais qui va être sur la liste d'orateurs? Ah, c'est horizontal. C'est génial, vous avez de la majorité, c'était très bien. Dites-vous toujours, est-ce que c'est nécessaire que je vois le nom du pays? C'est ça la question à se poser. Si la réponse est oui, horizontal. Et donc, c'est comme... Là, on va en nommer une couple, mais on ne va pas toutes vous passer.
dans le but d'accélérer les choses. Si on ne vous a pas nommé, vous envoyez une note à la présidence, comme quoi vous voulez être ajouté sur la liste d'orateurs. Là, quand ça va être à votre tour de faire un discours, vous vous levez, vous allez en avant, vous faites votre discours, vous allez vous asseoir. On ne va pas, en 5 minutes, faire une motion pour ajouter des gens sur la liste. Il faudra, à ce moment-là, renvoyer une note à la présidence disant « Je veux être ajouté à la liste d'orateurs ». Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que vous avez fait votre discours, vous envoyez une note. Oui. C'est important, par contre, de ne jamais parler au jeu. Ce qui vient de dire « J'aimerais être ajouté à la liste d'orateurs mais c'est la délégation de tel pays aimerait être ajoutée. Parce qu'il ne faut jamais parler au jeu, il faut parler en tant que délégation de notre pays. Bon, on va passer à la prochaine. Donc, la résolution, c'est ça que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Je disais de devancer un peu le moment où je montrais la résolution. C'est en fait le préambule qui indique les directions que prend l'ébauche, les principes généraux. Ça, c'est ça qu'on a dans les clauses préambulaires. Puis pour les clauses, en général, on indique les mesures, on concrétise les principes. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai rajouté dans le PowerPoint, avec la référence aux articles qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc la passation de l'ébauche à projet de résolution, c'est quand on l'accepte, le projet de résolution, qu'elle devient comme telle, et là on la numérote, elle devient le projet de résolution 1.1, après 1.2, et ainsi de suite, jusqu'à 5 maximum. L'an passé, on n'en avait que 4 des résolutions, si je ne me trompe pas. Et en fait, quand c'est fait, donc là, ça se peut très bien qu'on soit durant un caucus où on n'est pas en séance formelle, quand on va accepter les projets de résolution. Mais là, on en reçoit une, on l'officialise, on vous l'envoie. Vous êtes accessible en ligne, elle va être accessible aux journalistes, bref, à tout le monde impliqué dans la simulation. Et puis à ce moment-là, lorsqu'on va revenir en séance formelle, la liste d'orateurs est interrompue pour qu'on présente justement le projet de résolution. Donc là, les parrains seront choisis des gens pour aller le présenter. Ils vont disposer de 3 minutes pour le présenter et il y aura une période de questions de 5 minutes. On va voir aussi qu'on pourra leur poser des questions. Quand la présentation est finie, on reprend la liste d'orateurs. Sur une deuxième résolution, un deuxième projet de résolution, on présente le deuxième et c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est justement à partir de ce moment-là, je le répète encore, qu'on peut amender la résolution. Pour les amendements. Donc les amendements, c'est comme je l'expliquais, ça peut seulement être proposé évidemment par les parrains, mais aussi par les signataires. Donc si vous avez décidé de ne pas poser votre signature sur un projet, vous ne pouvez pas l'amender, simplement. Puis on va voir, il y a 2 types d'amendements différents. Donc il y a des amendements favorables et des amendements défavorables. Là, je veux juste m'assurer que c'est pas tout à fait en parle. Oui, bon. Donc, les amendements favorables, c'est les amendements que tous les parrains du projet de résolution ont accepté. Là, il n'y aura pas de vote là-dessus, ça va être modifié au texte directement, puis vous allez en être informé. Mais par contre, lorsque ce n'est pas tous les parrains qui acceptent, les signataires n'ont pas besoin d'accepter. Mais lorsque ce n'est pas tous les parrains qui acceptent l'amendement, là, il va être soumis à un vote durant les procédures de vote. Et puis là, lorsqu'on va être rendu là en procédure de vote, on va traiter des amendements, après on vote sur la résolution. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs dans les procédures de vote qu'on va présenter aussi les amendements favorables. Donc on va vous dire les modifications que vous allez faire avoir. Est-ce qu'un pays peut se retirer suite aux amendements? Quand on retire sa signature suite à certains amendements? À partir du moment où c'est le projet de résolution. Donc dans le fond, tu signes, peu importe les amendements qui en découlent, tu restes signataire. Mais admettons qu'il y a une ébauche de résolution, et puis là tu dis ben, moi je signe, puis tu reviens plus tard, tu vois des modifications qui ne m'intéressent pas, je la retire, mais à partir du moment où c'est le projet, on ne peut pas. Mais moi, c'est juste pour dire que quand tu es signataire, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire que tu appuies nécessairement ce projet de résolution-là. Ça veut juste dire que tu l'as lu, que tu aimerais peut-être faire des amendements. Ça va peut-être être toi qui fais un amendement, même si tu es signataire. Donc, dans le fond, ça ne veut pas dire nécessairement que tu veux absolument que cette résolution-là passe, mais que tu serais peut-être enclin à vouloir faire des modifications ou à avoir plus loin. Donc, ça veut pas, un parrain, c'est ceux-là qui supportent concrètement la résolution, mais quand tu es signataire, ça ne veut pas nécessairement dire que tu l'appuies et tu vas voter pour. Tu n'es pas obligé de voter pour si tu es signataire. Tu peux quand même voter contre. Ça veut dire que si tu veux avoir la possibilité de faire un amendement, tu es obligé de te mettre signataire, Pour
pour la résolution, pour le projet de résolution, oui. Être signataire, c'est